et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense qu'il est plus que temps que je vous fasse un update lecture. Je vous en ai pas fait depuis mes lectures du mois de mars, ce qui veut dire que là on a avril, mai et juin à voir ensemble. Mais c'est vrai que mon rythme de lecture n'a pas été ultra soutenu, ce qui fait que j'en ai, je crois, une douzaine, quelque chose comme ça. C'est pas mal, mais pour 3 mois, c'est pas énorme du tout. Par contre, il y a de belles pépites que j'ai découvert et on va commencer par le premier, qui a été mon premier coup de cœur du mois, qui est arrivé du coup en avril, début avril à peu près. Et vous l'avez vu en plus, le tome 2 sort dans vraiment pas très longtemps, donc il tombe à point nommé, n'est-ce pas? C'est le tome 1 de La mémoire des eaux, donc le tome 1 c'est Le dragon et l'oiseau. On est sur une dark fantasy avec des elfes, des humains. Les elfes et les humains sont en guerre, on a également des sorcières, des choses comme ça, c'est hyper intéressant, hyper touchant. Et nous on va suivre donc Azalea qui est une jeune femme qui a découvert ses 2 pères qui sont décédés. Et pour essayer de comprendre comment ils sont décédés, qui les a tués tout simplement, elle va récupérer leurs os et elle va les emmener à un conteur d'eau assez célèbre. Et lui en fait il est capable, en touchant les os, de voir le passé des personnages, de voir tout ce qui en a découlé, que leur est-il arrivé. Et donc Azalea elle va être plongée dans la jeunesse de ses parents, dans tous les enjeux qu'ils ont eu au niveau de la guerre, tout ce qui leur est arrivé, etc. Parce que on a en fait 2 hommes qui sont 2 fils de généraux, rois, etc. très importants dans l'histoire, donc disons qu'ils sont tout de suite nés avec un pied dans la guerre, dans les enjeux politiques, etc. Et donc ils vont essayer de mener à bien leur mission en fonction un petit peu de leur propre bonne vision des choses. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est déjà toute l'humanité qu'il y a derrière les personnages. Ils sont tellement réels, avec des failles, avec des décisions qui sont pas forcément les bonnes, avec des choses sous le coup peut-être de l'impulsivité. On a également une romance qui est assez légère, hein. Faut pas s'attendre à une énorme romance MM dans ce livre, mais on a des petites touches qui font du bien à lire. Par rapport à l'univers assez sombre dans lequel on évolue, ça apporte un petit peu de fraîcheur. Elle est très bien maniée cette romance, elle est vraiment très belle, mais elle est assez discrète, hein. On est vraiment sur une dark fantasy qui a été maniée d'une main de maître. Les sujets abordés sont géniaux. Le principe de se replonger dans le passé comme ça, j'ai adoré, en ayant des petites touches du présent, enfin c'était absolument génial. Les personnages sont hyper attachants. Tout ce qui est enjeu politique, tous les personnages secondaires, les intrigues, j'ai adoré également. Nos antagonistes sont super et ce que j'aime beaucoup c'est que les antagonistes et les protagonistes ne sont pas hyper marqués. Qui fait le bien, qui fait le mal? Personne en fait, tout le monde agit pour ses propres intérêts, pour l'intérêt de son peuple, en faisant du mal, en faisant du bien, et t'as pas réellement, enfin si un petit peu, mais t'as pas le méchant qui a extrêmement un méchant fond et il est là juste pour faire le mal. Il y a des raisons derrière, c'est super bien expliqué, c'est super bien manié, c'est hyper réaliste, même si on parle d'un univers de fantasy, je pense que vous voyez ce que je veux dire. On comprend absolument tous les personnages. Et vous allez voir une de mes dernières lectures par exemple où j'ai beaucoup moins accroché parce que le méchant est juste méchant mais on sait pas pourquoi. Et ça j'ai beaucoup de mal. J'ai besoin de comprendre les raisons de pourquoi faire tout ce mal. Sinon je trouve que l'immersion et la compréhension est beaucoup moins présente. Mais en tout cas c'est vraiment mon premier coup de cœur. Vous savez que je l'avais prédit ce coup de cœur. Ça faisait partie des livres dans ma bibliothèque que j'attendais de lire avec le plus d'impatience parce que je savais que l'univers allait me plaire et franchement ça a pas manqué. Je n'ai aucun point négatif à donner sur ce livre. Que ce soit la plume, que ce soit... Enfin je vous l'ai déjà dit, les personnages, les intrigues... En plus le livre est hyper floppy, ce qui fait qu'on peut pas casser la tranche et ça c'est absolument génial aussi. J'ai que du positif à dire dessus, donc cette première lecture vraiment incroyable. On n'a pas eu que de l'incroyable hein, dans ce bilan lecture malheureusement. Ensuite j'ai lu un petit thriller domestique en numérique, c'est La femme de l'ombre. Et pour le coup je l'ai vraiment bien apprécié aussi. En fait on va suivre Kit Darling qui est donc une femme de ménage et qui a tendance à toujours aimer fouiner un petit peu chez ses clients, qui aime découvrir les secrets qu'il cache et puis ça lui donne un petit passe-temps dans sa vie. C'est un petit peu son passe-temps favori, on va dire ça comme ça, sauf qu'un jour elle va avoir de nouveaux clients et elle va se rendre compte qu'elle connaît ce couple. Et puis encore elle va découvrir un secret sur ce couple qui risque de lui apporter pas mal d'ennuis et donc ça c'est pour la première temporalité parce qu'on va aussi suivre donc une deuxième temporalité qui est vraiment plus dans le futur où on comprend qu'il y a une femme qui est en train de se faire tuer et on va suivre ensuite
une enquêtrice qui va mener l'enquête sur cette disparition qui est peut-être un meurtre. En fait, on n'a pas retrouvé de corps pour le moment. On sait pas qui c'est, on sait pas qui a effectué le coup, qui est la victime, on ne sait rien, mais tout ce qu'on sait c'est que ça tourne autour de cette femme de ménage et j'ai réellement beaucoup apprécié cette lecture. Les révélations ont été bien maniées, les retournements de situation au cours du livre ont été vraiment bien menés, les révélations finales je les ai trouvées plutôt cohérente, plutôt... Enfin ça correspondait vraiment très bien, c'était pas trop, c'était pas assez, j'ai passé vraiment un très bon moment. J'étais assez intriguée du début jusqu'à la fin, on apprend des choses absolument abominables qui se sont déroulées aussi dans le passé, enfin ce que l'argent peut acheter, ce que l'argent ne peut pas acheter par exemple, les choses comme ça. Je vous en dirai pas plus, mais ça a été une très belle découverte. La plume se lit très bien, les chapitres sont assez courts, le passé et le présent ont été vraiment bien menés. On a pas mal de points de vue aussi, ce qui est hyper intéressant en fait d'être dans la tête un petit peu de tout le monde pour vraiment bien comprendre tous les côtés. Ouais, franchement, trop rien à dire sur ce petit thriller domestique. C'est très bien passé pour moi, je lui ai mis la note de 4 étoiles, c'est quand même pas mal du tout. Ensuite pour le prochain, on est sur Unbreakable d'Alixia Fall aux éditions Adonia. Le livre, vraiment Adonia nous font toujours des merveilles de brochets avec jaspage. J'adore. Et là alors pour le coup, attention trigger warning, gros sujet sensible abordé. Et on va donc suivre Azalée qui vit dans un quartier pas hyper facile et sa seule petite touche de bonheur on va dire c'est son métier. Elle est nounou et elle garde un petit garçon qui est vraiment adorable et qui lui apporte tout l'amour dont elle a besoin. Sauf qu'un jour, elle va être kidnappée, elle va devoir endosser une fausse identité pour effectuer un mariage arrangé sous la fausse identité et faire croire que elle est bien la personne que cet homme s'apprête à épouser. Donc elle va vraiment se retrouver dans une maison avec des personnes assez terrorisantes, pas très bien entourée, elle va pas trop savoir à qui se fier, à qui ne pas se fier. Et j'ai pas trop envie de vous en dire, mais l'homme avec qui elle va effectuer son mariage arrangé se trouve être le petit-fils d'un chef de gang en quelque sorte, vraiment pas très gentil. Et ça a été une très bonne lecture également. Les personnages sont attachants, les sujets sensibles abordés sont vraiment durs à lire, mais on a toute cette reconstruction qui est vraiment belle. On a nos deux protagonistes qui sont brisés, on a un univers vraiment... La relation entre eux est plutôt saine, mais l'univers autour ne l'est tellement pas. On a des personnages tellement méchants et tellement vicieux et avec des idées tellement arrêtées, j'ai envie de dire que c'est assez perturbant. Notre protagoniste est une protagoniste plus size. Les personnages secondaires, je les ai beaucoup aimés aussi. La plume, c'est très bien lu. On est sur des chapitres assez courts, donc ça se lit très vite, je trouve. Et pourtant, on est vraiment sur une très grosse brique de plus de 600 pages. Pour ce style de livre, un peu dark romance, etc. C'est énorme. Et pourtant, ça m'a pas dérangé. J'ai pas trouvé l'histoire trop longue. J'ai beaucoup tout aimé. J'ai perdu énormément de larmes à un certain moment. Je pensais pas que ce style de lecture dark romance me ferait pleurer et là pourtant je me suis vraiment attachée au personnage et j'ai eu du mal à certains points. Je trouve que ça a été vraiment une très belle lecture et je pense mon préféré des éditions Adonia depuis le début de l'année et depuis que je suis partenaire avec eux. Voilà. Je lui ai mis combien? Je lui ai mis 4 étoiles sur 5 aussi. Petit à petit ma bibliothèque elle est en train de saturer là par contre. On va continuer avec ma lecture audio du mois d'avril, du coup c'est la dernière de ce mois, j'ai lu que 4 livres. Enfin 3 en papier et 1 en livre audio. Et c'est Quand nos os retourneront à la terre. Je vous en ai parlé dans mes dernières déceptions. Malheureusement, il y avait tout pour me plaire. C'est une autrice que j'adore, que je pensais adorer parce que j'ai tellement aimé La vie invisible d'Adi Larue. Là on était vraiment sur le même style avec un récit un peu tranche de vie, avec 3 personnes, 3 jeunes femmes qu'on va suivre au fil des siècles parce que ce sont des vampires. Et vraiment il y avait tout pour me plaire. Je pensais qu'en livre audio ça me plairait bien plus. Peut-être que c'était une erreur et peut-être que je devrais le retenter en livre papier plutôt, mais c'est vrai que je pense que j'ai raté le coche du coup. J'ai beaucoup aimé l'histoire de Maria, donc la première femme qu'on va découvrir dans les années 1500 en Espagne, qui va vivre un mariage arrangé, etc. et qui va être un peu le socle de toute cette histoire. Parce que vous l'avez compris, elle va devenir un vampire. Son histoire était vraiment très intéressante, mais après on avait donc le point de vue d'une autre jeune femme qui est
étudiante dans les années 2020 un peu, à notre époque, qui est étudiante à la fac de je ne sais plus où. Et ce point de vue, je l'ai pas trop apprécié. J'ai pas été hyper loin non plus, je pense que j'ai même pas été à la moitié du livre, mais le problème c'était que je décrochais de ma lecture. À chaque fois que je la reprenais, je savais plus où est-ce que je m'étais arrêtée. Mon esprit divaguait pendant que je l'écoutais, chose qui ne m'arrive jamais quand j'apprécie vraiment un livre audio. J'arrive à me concentrer dessus et au contraire, je trouve que ça me recentre les pensées, ça me vide l'esprit et ça m'aide vraiment quand je fais des tâches. Normalement, c'est pas quelque chose qui m'arrive. Et là, pour le coup, avec ce livre, j'ai pas du tout réussi à rester concentrée dans cette lecture. Donc pour moi, malheureusement, c'est un flop, c'est un DNF et je suis dégoûtée parce qu'il faisait partie de ma liste des 26 livres que je voulais lire pour 2026. Bah écoutez, je l'ai lu en partie, mais il va pas marquer mon esprit, malheureusement. Alors là, on part donc sur mes lectures du mois de mai, avec la première qui est cet énorme pavé qui m'a pris, je pense, la plupart de mon mois de lecture. C'est le tome 3 de Gods and Monsters, donc l'aube de la reine damnée. Vous savez que c'est une urban fantasy que j'adore. Le tome 1 et le tome 2 ont été absolument géniaux. Le tome 3, je l'ai trouvé un cran en dessous. Malheureusement, alors attention, j'adore toujours autant Diana et Sam Kell, j'adore toujours autant l'univers, mais j'ai l'impression que dans ce tome 3, il y avait énormément d'action, ça bougeait dans tous les sens, mais il y avait trop de choses de fantaisie ajoutées, on avait des créatures dans tous les sens, on avait des explorations en quelque sorte dans tous les sens, des problématiques dans tous les sens, qui fait que j'ai trouvé que chaque thématique, chaque créature, chaque chose manquait vraiment de description, les lieux également aussi, donc je l'ai trouvé beaucoup moins immersif. J'aurais aimé qu'on nous mette plusieurs points de fantaisie, de surnaturel, les choses comme ça, qu'on nous les développe plus mais qu'on nous en mette pas autant. Là j'ai l'impression que l'autrice elle a un peu plus pris tout ce qu'il y avait de disponible, elle les a foutus dans le livre pour qu'on ait un monde hyper dense, mais au final je pense que dans ce trop on se perd un petit peu. J'aurais aimé que ce soit peut-être un peu plus restreint. Maintenant, au niveau de l'avancée de l'histoire, toujours hyper intéressant. J'adore voir le point de vue des antagonistes parce que ça c'est quelque chose que j'aime énormément dans les livres, c'est quand on a le point de vue de nos protagonistes et qu'on a le point de vue de ce que nos antagonistes sont en train de préparer également. Surtout que là, je veux pas trop vous en dire, mais il y a des problèmes dans l'équipe, un peu de partout. Et donc on a des points de vue un peu de partout. Voilà, c'est très intéressant au niveau des points de vue. Au niveau de nos personnages secondaires, franchement, c'est rare que je m'attache autant à des personnages secondaires. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre maintenant? La relation entre Diana et Sam Kell. Je trouve que on nous en a mis encore un petit peu trop. Il y a eu la même thématique dans ce livre qui, je pense, aurait pu être évitée parce que je l'ai trouvée un petit peu lassante. Peut-être au début du livre et qui s'améliore à la fin du livre. Enfin, c'est un peu ce qui s'est passé, mais je l'ai trouvée un peu trop présente, cette problématique et cette relation de couple. J'aurais aimé qu'on se fixe beaucoup plus sur l'univers que sur la romance qui, je trouve, au bout de 3 tomes, n'a plus besoin d'être autant comme si elle était à ses débuts. Je sais pas, j'ai pas envie de vous dire de spoil, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais j'ai adoré l'histoire, mais j'ai eu pas mal de petits point négatif, c'est vrai. Donc le tome 1 et le tome 2 étaient de gros coups de cœur. Celui-ci, je lui ai mis 4 étoiles quand même. Très bonne lecture. Je veux continuer dans l'univers, je veux continuer à découvrir l'avancée de l'histoire. Mais je l'ai trouvé un cran au-dessous que le tome 1 et 2. Et j'espère vraiment qu'à partir du tome 4, on va vraiment se focaliser sur certains éléments et avancer dans l'histoire de manière beaucoup plus approfondie. Dans la description de tous les lieux, en fait, le problème c'est que là, le livre est déjà une énorme brique parce qu'on nous a montré tellement de lieux mais on nous les a pas assez décrits. J'étais pas immergée dans les endroits, puis des fois il y avait des trucs où on partait à certains endroits et j'avais l'impression d'avoir manqué un élément, de plus savoir où on était, qu'est-ce qui s'était passé, peut-être un manque vraiment d'explication et de description. Voilà. Mais ça c'est des petites choses qui me sont un petit peu arrivées aussi dans le tome 1 et 2, où j'étais un peu perdue, ou je sais pas si vous voyez, comme si j'avais loupé de lire une page, alors que non. Donc voilà, mais très bonne lecture, très heureuse de continuer cette saga, voilà. Allez, prochaine lecture, il sera plus jamais dans mes pales. Ça y est, je l'ai enfin sorti. C'est Phobos, messieurs, dames. Enfin, applaudissez-moi s'il vous plaît. Et pour le coup, donc, première science-fiction que je lisais, je crois. Intéressante du point de vue de toute l'histoire. Hyper originale. En gros, on va suivre une émission de speed dating dans l'espace et leur objectif, ça va être de créer des couples pour créer une nouvelle colonisation sur Mars. Sauf qu'il y a un élément clé qui leur a été caché, qu'ils vont découvrir au fur et à mesure du livre, je ne vous en dis pas plus. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait des points de vue dans la tête de notre protagoniste, j'ai un peu oublié son nom, Léonore, voilà. On a des points de vue de l'émission qui est retranscrite à la télé,
où on voit genre vraiment ce que le spectateur voit et on a des points de vue de ceux qui gèrent donc toute cette émission et tout ce qu'il y a derrière qui va en découler sur Mars, etc. Dans leur base, et on se rend très vite compte qu'ils ont pas mal de petits secrets, qu'ils ont caché quelques petites choses à nos prétendants. Ça j'ai beaucoup aimé. Maintenant effectivement le côté jeunesse, je l'ai énormément ressenti, que ce soit au niveau de la personnalité de tous nos personnages qui sont assez jeunes, ils ont tous moins de 18 ans, que ce soit au niveau des discours, des dialogues et des révélations qui nous sont faites, où vraiment on nous les dit tellement crûment pour être sûr qu'on les comprenne, on n'a aucune déduction à en tirer, en fait c'est genre vraiment marqué de but en blanc hyper rapidement dans le livre. Et puis genre je sais pas, pour comprendre toutes les manigances qu'il y a, c'est décrit mot pour être sûr que ce soit facile à voir. Les dialogues entre les personnages sont parfois un peu grossiers et répétitifs, du coup j'ai trouvé, surtout du point de vue des organisateurs dans leur base secrète, etc. Du coup pour qu'on comprenne bien les enjeux, qu'on comprenne bien ce qui s'est passé, et à ce niveau là j'avoue ça m'a un peu dérangé quand même. Maintenant je suis assez intriguée de connaître la suite et en même temps je suis pas persuadée. En fait je crois que j'aimerais bien que l'une d'entre vous me spoil toute la saga, je sais pas. Après, ce qu'on m'a dit, c'est que le côté jeunesse ne se ressent pas trop dans la suite des tomes et on va être vraiment sur l'avancée de l'histoire, parce que c'est vrai que j'aurais aimé qu'on ait bien plus avancé. Au final dans le tome 1 on a encore plein de questions, je trouve qu'on n'a pas tant avancé que ça dans l'intrigue et il y a encore pas mal de questions en suspens, donc est-ce que j'ai envie de le continuer ou pas? J'ai des petits doutes. Je pense qu'au niveau de l'histoire oui, parce que c'est quand même très original, et en même temps ce côté jeunesse me dérange pas mal, donc je suis un peu mitigée sur celui-là. Je suis très contente de l'avoir sorti de ma palle. Je lui ai mis un 3,5 sur 5 pour celui-ci, mais je suis encore mitigée sur est-ce que je vais le continuer ou non, je sais pas trop encore. Prochaine lecture en livre audio cette fois-ci, c'est un autre livre de Vi Schwab qui a choisi un autre nom d'autrice, mais c'est bien elle. C'est une histoire qui finit mal, où on est sur un thriller hyper intéressant parce que on va avoir Arthur Fletch qui est un auteur vraiment extrêmement renommé, qui est sur le point de finaliser le dernier tome de sa saga phare, sauf qu'il va perdre la vie. Et sa maison d'édition évidemment veut absolument pouvoir clôturer cette saga, donc ils vont faire appel à 6 auteurs qui ont un petit peu du mal à se lancer et ils vont leur faire une proposition. Ils vont être enfermés donc dans un manoir et on va leur dire vous avez 3 jours pour tous nous écrire la meilleure fin de l'histoire d'Arthur Fletch que vous puissiez écrire. Et le gagnant remportera 2 millions d'euros, un contrat d'édition avec donc la maison d'édition d'Arthur Fletch, et ce sera pour lui du coup sûrement le début d'une belle carrière. Sauf que dans ce manoir il se passe des choses un petit peu étranges, et puis je vais pas vous en dire plus en fait. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a le point de vue de tous nos écrivains. Hyper intéressant. J'ai bien aimé l'ambiance du début du livre, un petit peu toute cette compétition et tout l'univers de l'édition, de l'écriture, les choses comme ça. J'ai trouvé tout ça hyper cool. Maintenant les révélations et la suite de l'histoire, j'ai pas trop accroché. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais pour le coup, alors il y a déjà quelque chose que j'avais vu venir de très loin, j'en étais assez sûre depuis le début, et ouais j'ai été un peu déçue du dénouement final. Maintenant il m'a quand même tenu en haleine du début jusqu'aux 3/4. Et après quand ça a commencé à s'enchaîner les révélations, j'ai pas trop apprécié. Donc je suis un peu mitigée sur ce livre aussi de Vi Schwab malheureusement. Je suis vraiment dégoûtée parce que c'est vraiment une autrice que je porte dans mon cœur. Mais là on est sur 2 flops en 2 mois. Donc trop triste. Je lui ai mis 3 étoiles et demie aussi sur 5. C'est pas non plus un flop astronomique, mais j'ai connu de meilleurs thrillers. Même si l'intrigue et l'originalité partaient vraiment super bien, j'ai un peu déchanté à la fin au final. Donc ça c'était ma 3e et dernière lecture du mois de mai. Il nous reste plus que nos lectures du mois de juin. Et on va commencer tout de suite du coup avec une nouvelle lecture de Adonia. C'est The Centerpiece. Encore une fois, le livre est juste sublime, je pense qu'on est d'accord là-dessus, noir et violet, hyper sombre, j'ai adoré. Maintenant, le livre en lui-même, donc pour l'histoire. Nous allons suivre Alateia qui a grandi avec sa famille, son père et sa mère qui ne sont absolument pas aimants du tout. Elle a vécu vraiment énormément de maltraitance, un petit peu reclus dans leur manoir, jusqu'au jour où son père va lui dire, pas lui demander mais lui ordonner d'effectuer un mariage arrangé avec
j'ai oublié son nom, Raïm, voilà, un chef de gang londonien. Mais ce mariage arrangé a bien évidemment des motivations secrètes des deux côtés, et le père d'Alateia va donc lui demander en fait d'espionner Raïm pour lui et de lui trouver des informations qu'elle devra lui redonner ensuite pour qu'elle l'aide à faire tomber ce fameux Raïm qui semble un peu trop ambitieux pour le père d'Alateia. Sauf que évidemment, Raïm et Alateia, il va y avoir une petite étincelle qui n'était pas censée s'allumer, qui va arriver et qui va chambouler un peu tous leurs objectifs à l'un et à l'autre. Alors, que dire de ce livre? J'ai vraiment bien aimé le fond de l'histoire. Les intrigues, les complots entre le père d'Alateia, Raïm, etc., les guerres de gang à Londres, tout ça. Maintenant, j'ai l'impression que l'autrice, un peu comme ce que je vous disais pour Gods and Monsters, elle a mis toute la noirceur de l'humain dans cet antagoniste qui a fait subir tellement de choses. Nos protagonistes ont vécu l'enfer l'un comme l'autre. Nos personnages secondaires ont vécu des choses absolument horribles aussi, et j'ai l'impression que c'était peut-être un peu trop de malheur et trop de choses horribles qui sont passées, mais en même temps, enfin je sais pas si on peut dire vraiment qu'il y a trop à ce niveau-là. Tout ce qui peut être horrible a été mentionné dans ce livre très clairement. Voilà. Au niveau de la personnalité de nos protagonistes, j'ai bien aimé l'évolution d'Alateia. Je trouve qu'elle a pris confiance en elle, elle s'est rendue compte qu'elle n'était peut-être pas qu'un pion, mais peut-être plutôt la pièce centrale. Ce qui a rendu les choses assez intéressantes. Maintenant, pareil, au niveau de tout ce qui est les actions, les problèmes qu'ils vont rencontrer, pas dans leur passé mais là dans le présent en fait. Peut-être qu'il leur est arrivé trop de choses aussi, peut-être qu'il y avait trop d'éléments. En fait ce livre je l'ai trouvé très intéressant mais un peu trop sous toutes ses formes. Pareil au niveau de la relation, c'était j'ai eu un peu de mal au niveau de leur dialogue où il y avait vraiment un peu d'éclat sur d'éclat sur d'éclat sur d'éclat. Et c'était peut-être un peu trop mielleux au final dans cet univers très sombre. En même temps, c'est parce que ce sont deux protagonistes qui ont besoin d'être rassurés, et en même temps, ça m'a fait un peu lever les yeux au ciel de temps en temps. J'avoue que pour l'ambiance très sombre des dark romances, que si vous en appréciez, vous allez adorer, pour le coup, c'est pas spécialement la meilleure lecture que j'ai pu avoir. Je lui ai mis un 3,5 sur 5, c'est pas une mauvaise note, mais voilà, c'est pas celui qui va me marquer comme Unbreakable par exemple, ou même To the End que j'avais lu, que j'avais adoré, de la maison Adonia. Celui-ci, je suis un peu plus passée à côté, par contre, genre, je suis trop contente, c'est adorable, parce que j'ai eu une petite dédicace de l'autrice, ça m'a fait trop plaisir. Mais voilà, malheureusement c'est pas la meilleure lecture que j'ai à vous présenter pour ce bilan lecture. Ensuite on part sur une lecture en numérique que j'ai absolument adoré pour le coup, c'est Ombre Rouge sur Darnard. On est sur une fantasy. Romantasy ou fantasy, je sais pas trop, mais j'ai envie de dire quand même romantasy. Il y a une belle place pour la romance, on est sur une romance MM et un peu ambiance vraiment The Witcher. Hyper intéressante. J'ai trop aimé l'ambiance, un peu genre lecture en même temps douce, en même temps un peu cosy. Je sais pas pourquoi j'ai ressenti ça, parce que genre les actions dans ce livre ne sont pas spécialement cosy. Donc pour le résumer, en gros on va suivre Myron qui est orphelin et qui revient sur sa terre natale, Darnard du coup, pour essayer d'avoir des réponses au niveau de son enfance, au niveau de ses parents biologiques, etc. Il va être accompagné de deux de ses compagnons, donc un mercenaire qui est un ami à lui, et une jeune femme qui a évolué avec lui, qui a grandi avec lui au sein d'un groupe de marchands itinérants. Donc ils sont quand même les trois assez liés, et ils vont essayer de découvrir les origines de Myron, sauf qu'une fois arrivés à Darnard, ils vont se rendre compte que les habitants sont très bizarres, que le village en lui-même a l'air presque abandonné, enfin on s'en occupe plus très bien, eux-mêmes vont commencer à se sentir un peu mal, je vous en dis pas plus, mais voilà, il se passe des choses très étranges à Darnard, et ils vont faire la rencontre d'un autre protagoniste. Yari, il va essayer de les aider en fait, à les protéger de ce mal qui semble toucher le village. Mais en même temps, il a l'air hyper mystérieux, il a l'air de leur mentir sur pas mal de points. Qu'est-ce qu'il sait? Pourquoi est-ce qu'il ne leur raconte pas tout ce qu'il peut savoir? Pourquoi il les aide sans les aider vraiment? Enfin, c'est assez intriguant à ce niveau-là. Et alors au niveau de l'intrigue, j'ai beaucoup aimé. Au niveau de la relation de nos protagonistes, j'ai beaucoup aimé aussi. Les personnalités. Alors Yari, au gros coup de cœur, je l'ai adoré. Il est aussi drôle que pétillant, que tout ce que vous voulez. J'ai trop aimé l'ambiance et vraiment je me sentais comme dans The Witcher ou quelque chose comme ça. C'était hyper cool à lire, ça se lit très vite, ça se lit très bien, c'est hyper fluide. Mais en même temps, les événements qui se passent à Darnard sont
pas spécialement joyeux, donc c'est pour ça je sais pas vous dire si on est vraiment sur quelque chose de doux et de cosy ou si on est sur une fantaisie brute. Mais moi je l'ai pris vraiment dans le sens où c'était petite lecture un peu doudou à lire entre deux grosses lectures en one shot en plus, donc tu le commences, t'as le fin mot de l'histoire à la fin, personnages originaux, intrigue intéressante, révélation vraiment bien faite, plot twist. J'ai adoré, même si il y avait quelques petites choses que j'avais senti venir, ça m'a pas dérangé pour le coup. J'ai trop rien à vous dire, à part que j'ai vraiment adoré cette lecture et vraiment elle mérite à être lue parce que elle était super. Je lui ai mis un 4 étoiles sur 5 et vraiment je regrette absolument pas, je vous la conseille à 1 000 000 % et n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lue, dans quel sens vous la prenez. Est-ce que vous aussi vous avez ressenti un peu cette lecture un peu doudou qui se lit facilement et qui s'enchaîne bien, ou du fait des éléments qui se passent qui peuvent être un peu étranges, un peu repoussants j'ai envie de dire, ça en fait une lecture plutôt différente, enfin je sais pas. En tout cas si vous aimez les one shots, si vous aimez The Witcher et si vous aimez la fantasy et les romances MM, testez-la, j'ai adoré. Alors là j'ai déjà envie de pleurer juste de savoir que je vais vous en parler. J'ai enfin sorti un livre aussi de ma palle, c'est La Sage-Femme d'Auschwitz. Et pour le coup, waouh, pas du tout lecture doudou, lecture cosy qui se lit très bien, lecture très éprouvante, hyper immersive dans le quotidien des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai adoré ce livre, ça a été mon deuxième coup de cœur de l'année, très clairement. On est donc en Pologne et on suit vraiment l'arrivée des Allemands, comment la ville a été séparée pour mettre les juifs de côté, etc. Ensuite, la déportation à Auschwitz et ensuite la vie absolument abominable à Auschwitz. Et dans tout ça, on a Anna qui va retrouver une personne qu'elle connaît et les deux vont œuvrer à essayer de sauver un maximum d'enfants. Déjà en les sauvant à leur naissance et ensuite en essayant de leur permettre d'être retrouvés par leur mère en tatouant leur numéro de déporté de manière cachée sur le corps de l'enfant. Je suis pas du tout ressortie indemne de cette lecture et alors ce qui m'a achevée c'est absolument toutes les notes historiques de tous les personnages qui ont réellement existé, donc forcément Stanislava qui est la sage-femme originale qui a inspiré cette lecture, on voit tout ce qu'elle a réellement fait. Et puis t'as aussi les horreurs et l'inhumanité qui ont vraiment sévi dans ce camp. Tu as la description de tous les événements clés, le ghetto qui s'est mis en place à Lodz pour séparer les juifs des non-juifs, le programme qui a été mis en place avec les bébés, les choses comme ça, enfin vraiment ce livre a été absolument déchirant, ça a été un magnifique coup de cœur et en même temps il me l'a totalement brisé, mais je comprends pourquoi il y a une suite du coup et effectivement j'ai vraiment envie de continuer à lire cette saga. Je sais pas s'il y en a 2, 3, 4 ensuite, mais déjà au moins continuer le tome 2 pour voir la suite des événements, je vais pas vous en dire plus. Voilà, il y a eu un réalisme, un travail aussi de recherche avant de l'écrire. On sent que l'autrice a vraiment voulu rendre un hommage dans cette lecture, pas en faire quelque chose de commercial et vendre des millions d'exemplaires, des choses comme ça, enfin bien qu'il ait extrêmement marché, on sent qu'elle a mis toute son âme et qu'elle a voulu respecter absolument la mémoire de tous ceux qui ont vécu ça, parce que par exemple le numéro de déporté qu'elle a attribué à sa protagoniste, elle nous explique à qui il a appartenu à la fin dans la vraie vie, qui étaient ces personnes qui avaient ce réel numéro. Enfin il y a une humanité dans ce livre que j'ai beaucoup aimé et qui s'est je trouve beaucoup ressenti, donc énorme coup de cœur et très contente de l'avoir lu aussi celui-là, enfin. Je ne regrette absolument pas et je vais pas m'étendre plus sur ce livre parce que je vais me remettre à pleurer sinon. Allez, on passe sur une note pas vraiment plus joyeuse avec un thriller absolument horrible. On me l'avait vraiment conseillé et je me suis lancée en lecture audio, c'est Le Chuchoteur de Donato Carisi qui est paru il y a un petit moment en 2009, donc qui est pas du tout récent, mais qu'est-ce qu'il était bien, je l'ai vraiment adoré. Là franchement j'ai déjà ma prochaine lecture audio, c'est la suite. Enfin, la suite qui sont sûrement des tomes compagnons, je sais pas si c'est réellement une suite, mais on va suivre la même protagoniste principale que j'ai beaucoup aimé. Pour l'histoire de ce livre, on a 5 jeunes filles qui ont disparu et un jour on va retrouver 5 tombes avec 5 bras d'enfants qui semblent correspondre à ces petites filles. Sauf qu'ils vont découvrir un 6e bras ensuite qui appartient à une victime totalement inconnue, personne ne sait qui elle est et donc les autorités vont
faire appel à Mila qui est une experte dans les affaires d'enlèvement. En fait, elle, son boulot c'est de retrouver les disparus. Donc elle va faire équipe avec les autorités locales pour essayer de retrouver cette 6e petite fille qui est peut-être encore vivante. Sauf que petit à petit les corps des premières jeunes filles vont être retrouvés dans des formes de mise en scène. C'est comme si l'auteur des crimes voulait que la police retrouve ces corps, comme s'il leur faisait un jeu de pistes. C'est très étrange et t'es vraiment mais tellement vite prise dans l'intrigue. Il y a eu quelques petites facilités qui m'ont un peu déplu, qui fait que j'ai pas mis un coup de cœur, où on va utiliser des sortes de techniques qui sont pas spécialement reconnues auprès des autorités comme fiables, mais qui permettent de trouver des réponses. Et quand tu n'y crois pas spécialement comme moi, bah ça m'a mis un petit peu de scepticisme dans cette lecture. Mais la suite des choses était tellement bien maniée et toute l'histoire était très prenante, donc j'ai quand même adoré cette lecture. Juste, j'ai eu un petit couac à ce niveau-là. Mais au final, ça rentrait quand même bien dans cette histoire. Quand tu as les explications de qu'est-ce qu'elle fait là, cette personne, je sais pas comment vous dire ça. Mais intrigue hyper prenante. Révélation génialissime. Nos personnages sont super. Mila, elle a une particularité dont je ne vous parlerai pas, mais qui m'a vraiment plu. Quand t'en apprends un peu plus sur son passé, c'est génial aussi. L'équipe des autorités est vraiment très diversifiée. Chaque personnage secondaire a sa personnalité. Tu as un expert en criminologie, tu as une femme policière. Enfin bref, je vais pas vous décrire tous les personnages secondaires, mais sachez que c'est vraiment hyper intéressant. Quand tu vois à quel point l'enquête va loin, j'ai adoré. Et pour le coup, ça faisait pas trop, c'était vraiment bien manié pour te tenir en haleine du début jusqu'à la fin. Et ouais, clairement, je vais très vite aller écouter la suite avec une nouvelle enquête où on va quand même suivre Mila. C'est l'écorché du coup. Parce que j'ai adoré la plume de l'auteur et grosse mention spéciale. D'ailleurs j'écoute sur Nextory comme d'habitude, vous avez un lien en description si vous voulez tester, vous avez 45 jours d'essai gratuit. Faites-vous plaisir. L'homme qui lit l'histoire a une voix hyper intéressante, c'est Antoine Thomé et sa voix est tellement immersive et va tellement dans l'ambiance thriller comme ça. C'était génial. Donc très très belle découverte et je lui ai mis un 4,5 sur 5, pardon. Je crois que je vous ai dit 4 étoiles tout à l'heure. Il nous reste une dernière lecture à voir ensemble du coup. Et c'est encore une fois un livre que ça faisait très longtemps que je devais sortir de ma palle. Une braise sous la cendre. Donc j'ai l'ancienne édition, je crois qu'il m'a coûté littéralement 2 €. Je me suis dit je la prends et si vraiment j'apprécie, je prendrai la nouvelle collection. Mais si je l'apprécie pas, au moins j'ai pas mis des milliers des cents pour tester cette saga. On est sur une fantaisie orientale où le peuple est vraiment coupé en deux. Tu as les érudits qui sont vraiment opprimés par les martiaux qui gouvernent, qui les maltraitent. Et nous on va avoir Laia qui pour sauver son frère va se faire passer pour une esclave, enfin qui va devenir une esclave pour récolter des informations au sein de Blackcliff, l'école où Elias étudie pour devenir un masque. C'est vraiment genre les autorités on va dire suprêmes, la défense suprême des martiaux en quelque sorte. Et j'ai pas apprécié cette lecture. Vraiment. J'ai trouvé qu'il y avait un manque de réalisme au niveau des dialogues. J'ai trouvé que l'univers pouvait être beaucoup plus détaillé. Ça manquait de détails. J'ai trouvé que, pour le coup, notre antagoniste était méchante. Pour être méchante, c'est la commandante de Blackcliff. Elle est absolument ignoble, mais rien ne nous explique le pourquoi du comment. Ensuite, en plus de ça, nous avons une sorte de carré amoureux où nos deux protagonistes ne se connaissent pas. Ils ont tous les deux des love interest en premier et ensuite ils se découvrent. Ils ont un peu ce love interest entre eux. Enfin... il y en avait trop. En plus de ça, ouais, vraiment les dialogues, je les ai pas trouvés naturels du tout entre aucun des personnages. Quelle ne fut ma surprise de découvrir qu'il y avait des épreuves dans toute cette lecture. Chose que j'ai beaucoup de mal à supporter encore dans la fantasy, ça m'a un peu saoulée. L'intrigue m'a pas spécialement convaincue, j'en attendais un peu plus je pense. Je me suis pas attachée au personnage, enfin vraiment ça a été un petit flop pour moi, je suis dégoûtée mais non, j'ai pas du tout accroché alors que ça fait mais des années maintenant je crois que j'en entends parler et que cette saga me tente et pour le coup, une braise sous la cendre, ben c'est pas pour moi malheureusement. Non. Je passerai mon chemin, je ne continuerai pas cette saga et j'ai vraiment pas accroché. J'ai mis beaucoup de temps à le finir parce que je galérais. Je voulais aller jusqu'au bout pour vraiment lui donner une chance parce que cette saga a beaucoup de renommée quand même. Je me suis dit peut-être qu'à un moment je vais vraiment rentrer dedans et peut-être que je vais vraiment comprendre tout l'engouement autour. Mais même jusqu'à la fin, non, je ne suis pas convaincue. Donc je crois que je l'ai mis 3 ou 3,5.
3. Et ouais, je mettrai pas plus et je continuerai pas cette saga. Donc heureusement que j'ai acheté l'ancienne édition à 2 €. Et voilà, désolée pour ceux qui l'ont aimé, mais je suis totalement passée à côté pour le coup. Et c'était ma dernière lecture de cette update lecture sur 3 mois. Vous voyez que j'ai pas énormément lu non plus, mais c'est pas grave, je lis à mon rythme, je lis quand j'ai le temps, je lis quand j'en ai envie, y a pas de pression, et si je dois vous faire un bilan lecture tous les 3 mois, ce sera comme ça, écoutez. Bon, en tout cas j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit like. Vous pouvez bien évidemment vous abonner pour ne pas louper la suite de mon contenu. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a pas longtemps, on a passé la barre des 5000 abonnés. Je suis très contente de ça. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci à ceux qui interagissent avec mon contenu, qui m'aident à me développer dans cet univers-là. Ça me fait trop plaisir. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous.